Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de la SFEN Fukushima 10 ans après. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre frappait le Japon. Le tsunami qui s'ensuivit entraîna un accident nucléaire classé au niveau 7 sur l'échelle INES, le plus important dans le monde depuis Tchernobyl. 10 ans après, la SFEN fait le point avec la publication d'une série d'articles dans la RGN Hebdo, donc normalement vous en avez reçu déjà au moins 3, il y en a un autre demain, il y en a une dizaine en tout, et l'organisation d'un webinaire animé par Jean-Pierre Pervès, que je salue. Bonjour Jean-Pierre, qui est ancien directeur du centre de recherche du CEA-Saclay et membre du groupe de réflexion sur l'énergie de la SFEN. Donc, quelles ont été les conséquences techniques, économiques, environnementales et sanitaires de l'accident? Quelle est la situation sur le site aujourd'hui? Quelle est la place du nucléaire au Japon? Quelles sont les perspectives du nucléaire au Japon? Donc, nous allons avoir une présentation de Jean-Pierre d'environ une demi-heure, et puis il y aura une demi-heure dédiée à vos questions. Donc, pour poser les questions, vous savez que vous allez dans l'onglet QR en haut à droite, et que donc vous avez la possibilité non seulement de poser des questions, mais aussi de voter pour des questions qui ont déjà été posées. Et dans un grand processus démocratique, je poserai en priorité les questions qui ont eu le plus de votes. Voilà. Donc, cet événement aujourd'hui est réservé aux adhérents de la SFEN à jour de leur cotisation 2021. Donc, merci à tous d'être là et je passe la main à Jean-Pierre. Bien, bonjour à tous. Un accident, on oublie trop souvent que c'est au milieu d'un territoire dévasté, les industries avaient disparu, les populations dévastées et également probablement des parents d'agents du site eux-mêmes disparus. Je vais dans cette court exposé traiter un peu du site, est-ce qu'il est devenu sûr, et je verrai les 4 grands chantiers me semble-t-il. Je serai très bref sur l'environnement et sur le nucléaire, mais je pourrai ensuite répondre aux questions qui seront nécessaires. Tout d'abord, il faut voir que le site a énormément changé. Vous voyez en haut la vue en 2010, un site qui était relativement verdoyant avec des stades, des terrains de football, etc. Et là, depuis, c'est devenu une espèce d'immense zone industrielle, très occupée, très active. Il faut dire que le Japon n'est pas l'Ukraine. Les Japonais ont pris cette affaire en main très solidement. Vue aérienne Google qui montre bien l'étendue du site, 3 km, avec ce qu'on ne voit pas dans les images précédentes, les zones déchets et également des zones concernant les déchets faiblement actifs, décontamination du sol, qui couvrent déjà des surfaces énormes, ainsi que les effluents liquides. Donc un site gigantesque et très actif. Autre chose que je veux souligner, c'est qu'aujourd'hui, le site est très largement ouvert, sans grande protection. En revanche, le secteur propre des réacteurs, qui est à droite, lui est très encombré et doit rendre extrêmement compliqué les interventions. Donc il faut avoir en tête ces images quand on se met à la place des exploitants. Autre point, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, il faut se rendre compte de ce que c'est qu'un tsunami. Ce sont des vieilles images. 15h42 en cette année 2011, la vague du tsunami est déjà à 10 mètres et elle est en train d'arriver sur la plateforme du réacteur. Et vous voyez qu'il y a des voitures ici. Ça vous donne une idée de la taille. Une minute après, l'eau est montée quasiment au niveau du sommet de ce réservoir. Le tsunami est à environ plus 15 mètres. Encore une minute après, un reflux massif de l'eau où on voit apparaître qu'on n'est plus qu'à 11 ou 12 mètres. Et puis, cette voiture que vous voyez ici, eh bien maintenant, elle est là, tendue le long du mur. Et puis, 10 minutes après, le tsunami est parti, mais en revanche, vous voyez beaucoup de débris. Donc, il faut se rendre compte de ce que c'était la violence de cet événement. Encore une autre généralité, coût de l'accident, estimé en 2006 par le gouvernement japonais à environ 200 milliards d'euros, estimé par l'Agence internationale de l'énergie atomique à 225 à 450 milliards. Moi, je dirais une seule chose là-dessus. Quelques dizaines de millions d'euros au début des années 2000 auraient évité l'accident. Et il y a juste au nord un réacteur qui s'appelle le Nagawa, qui était encore plus près du séisme et du tsunami, qui lui a résisté parce qu'ils avaient fait des travaux. Et ce réacteur vient d'être à nouveau autorisé à redémarrer par l'autorité de sûreté japonaise. Donc ça montre bien quand même qu'il y a eu une énorme faute de la part et de TEPCO et des autorités de sûreté japonaises à cette époque.
Rappeler, trop souvent les journalistes disent que l'accident de Fukushima a fait 18 000 morts. On sait tous que c'est complètement faux. Il y a effectivement 18 500 morts et disparus, mais il faut savoir que le tsunami a non seulement tué beaucoup, mais 500 km carrés ont été dévastés, 160 000 personnes sinistrées, etc. On l'oublie trop souvent, le tsunami a eu un impact peut-être plus important encore que celui de Fukushima, même si celui-ci est extrêmement important. Encore une généralité, ne pas oublier que le réacteur du type BWR qui était installé à Fukushima n'est pas du tout de même nature que les nôtres, réacteurs PWR, avec quelques fragilités supplémentaires. Le premier, c'est que le circuit primaire, une fois contaminé, va partout et ne reste pas dans l'enceinte réacteur. Le second, c'est que l'enceinte était très petite et donc est montée rapidement en pression, donc rapidement fui, ce qui se traduit par libération d'hydrogène et explosion. Donc on est vraiment dans quelque chose de très différent et on était avec un exploitant, TEPCO, qui n'était pas lui-même un constructeur, qui avait acheté le réacteur clé en main, qui n'avait peut-être pas toutes les données qu'il fallait. Alors, je vais commencer à regarder maintenant ce qui se passe sur le site en regardant les 4 grands chantiers qui sont en cours. Le premier chantier, c'est que l'inquiétude au départ, c'est qu'il y avait 4 piscines de stockage des combustibles irradiés qui contenaient pratiquement 2 fois plus de combustible usé que les 3 cœurs qui avaient fondu. Donc, un énorme potentiel cesium-137 qu'il fallait conserver. Et il y a donc eu une forte crainte de voir ces piscines fragilisées, le niveau d'eau diminuer, les combustibles être dans l'air, et à ce moment-là, à nouveau des fontes, à nouveau des évacuations de césium. Donc, grosse crainte. Ça a donc été considéré comme un chantier prioritaire, et on s'est attaqué en particulier dès l'année 2011 à la tranche 4, qui n'avait pas été accidentée parce qu'il n'y avait pas de réacteur en marche, mais qui contenait une grande quantité d'uranium qui avait été très fragilisé à tel point qu'il a fallu renforcer le bâtiment. Et là, il y a eu un chantier qui est assez considérable, qui est maintenant terminé depuis dimanche dernier pour les réacteurs 3 ou 4. Le réacteur 4, c'était depuis 2014 et le réacteur 3 depuis 2021. Aujourd'hui, les 2 tiers de ces combustibles de piscine sont à l'abri et en sécurité. Pourquoi était-ce aussi compliqué ? C'est très simple, c'est que les bâtiments étant très fragilisés, il avait été décidé que toute la structure qui était mise en place pour évacuer les combustibles, qui comprend en particulier un pont de manutention de charge de plusieurs dizaines de tonnes, il fallait que toute cette structure soit construite complètement à nouveau et sur des fondations qui étaient complètement séparées de celles des réacteurs accidentés. Ça s'est traduit par des travaux absolument considérables. On le voit ici pour l'unité 4 en 2013. On le voit à droite, en dessous pour l'unité 3. On voit les halls de manutention complètement neufs qui ont été construits. Et là, je dois dire qu'on peut être assez admiratif des Japonais, puisque ça a été fait extrêmement vite, dans des conditions difficiles. Et en gros, ma conclusion, elle est très simple. 2 chantiers très bien menés. Il en reste 2, c'est donc à suivre. Et il faut quand même noter que par rapport aux intentions initiales, il aura fallu 2 fois plus de temps. Ça montre à quel point c'était compliqué. Malgré tout, je trouve qu'ils ont été très remarquables en la matière. Deuxième grand chantier, il a fallu refroidir bien sûr les cœurs des réacteurs. Refroidissant les cœurs des réacteurs avec des réacteurs qui n'étaient plus étanches, ça se traduisait par des fuites d'eau radioactive qui partaient vers la mer. Donc au départ, je ne vais pas insister sur l'immense travail qui a été fait pour réfrigérer les cœurs et amener de l'eau dans les piscines et les refroidir. Ça a été fait dans les années 2011-2012 avec un prix radiologique, mais ça se passait pas mal à partir déjà de 2012. Maintenant, en ce qui concerne les eaux contaminées et départ vers la mer, il s'agit quand même de quantités assez considérables. C'est environ 500 à 1000 mètres cubes en fonction des conditions météorologiques. Et l'origine principale de ces 500 mètres cubes, ce sont les eaux de la nappe phréatique d'une part, et puis dans une moindre mesure, les eaux qui étaient envoyées par les exploitants sur les cœurs pour les réfrigérer. Alors ce qui a été fait, on le comprendra mieux sur le schéma qui est sur cette slide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu 3 grandes phases. Première grande phase a consisté à maîtriser la nappe phréatique pour que le moins d'eau possible rentre
dans les piscines du réacteur. Donc, on a pompé à l'amont. Il a fallu contrôler les eaux avant de pouvoir les envoyer. Ça a été fait en 2014-2015. Grâce à ça, on avait limité à environ 500 mètres cubes jour la quantité d'eau qui rentrait dans le réacteur et qu'il fallait pomper. Ensuite, la deuxième étape a été de protéger la mer. Ça s'était fait à peu près avec 1 an de décalage. Le travail a constitué à construire un mur étanche qui descendait à 27 mètres de profondeur jusqu'à une couche argileuse sur 800 mètres de long, qui fait qu'on se mettait en position de pouvoir pomper l'eau en amont de cette paroi étanche, de l'épurer avant de la rejeter en mer. Ça a été fait donc en 2015-2016. Pour vous donner une idée des travaux, ce n'est quand même pas négligeable, tout ça est neuf. Vous avez à droite l'enceinte étanche qui a été mise le long de la mer, les puits de pompage, la décantation, le stockage avant traitement, rejet. Donc tout ça a été construit en 2 ans dans un site qui était quand même pas très facile. Le résultat a été excellent puisqu'on voit ici, ce sont des données de 2020, que pratiquement au niveau du port, on ne détecte plus aucune radioactivité 134, 137 ou bêta, bien sûr du tritium puisque lui n'est pas filtré. On est partout en dessous des niveaux de détection, c'est-à-dire en général inférieur à 1 ou 2 becquerels par litre ou par kilo. Je rappelle que le corps humain, c'est 70 becquerels par litre ou par kilo. Le troisième grand chantier sur cette eau, ça a été de tenter de réduire sensiblement cette valeur de 500 mètres cubes par jour. Et ce qui a été fait, là aussi un travail considérable, construire un ensemble étanche qui enferme toute la zone la plus contaminée, réacteur et salle des machines. De même, c'est une paroi qui descend à 27 mètres, qui fait tout le tour des réacteurs, 1500 mètres de long, et qui est une paroi en sol gelé. Je note simplement que ça a été extrêmement compliqué, et ça explique les résultats d'aujourd'hui, parce qu'il y avait des quantités de galeries, caniveaux et autres liaisons entre l'extérieur du site et ce site intérieur. Pour vous montrer une idée de l'importance du chantier, eh bien, vous avez ici le tracé tout autour des tranches du réacteur, 500 mètres de long, 200 mètres de large, une vue d'ensemble plus esthétique qui vous montre ce qui a dû être enterré. Et puis, vous avez ici une vue de ce qu'a été la réalisation. Vous avez environ 1600 têtes d'injection qui descendent à 27 mètres, où on envoie le liquide réfrigérant. Vous avez d'énormes installations frigorifiques. Vous avez un circuit réfrigérant. Alors, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de petit qui fait les 1500 mètres du tour du réacteur. Et puis, vous avez une énorme instrumentation destinée à voir quelles sont les températures à différents niveaux. Donc, cet ensemble a été fait, c'est assez remarquable, dans un délai assez record. Ça a été fait en 3 ans. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que sur cet ensemble d'eaux usées, c'est un succès parce que l'océan est bien préservé. Le débit a fortement réduit de 500 à 150 environ, mais quand même, les Japonais espéraient mieux. Et la raison, ça tient à la complexité du sous-sol qui fait qu'il n'est pas. Il y a probablement un certain nombre de fuites à certains endroits dans le sarcophage. Ça me conduit d'ailleurs à une réflexion, c'est quelle est la pérennité de ces systèmes? On parle quand même de travaux qui vont porter sur 30, 40, 50 ans. Est-ce qu'il ne faudra pas faire autre chose et mieux plus tard? Est-ce qu'il ne faudra pas une paroi moulée en béton armé ou autre? Mais à mon avis, il y a de vraies questions à faire. Donc, progrès notable, solution pas nécessairement définitive. Troisième grand chantier, gestion des eaux contaminées. 500 mètres cubes par jour, puis 150 maintenant aujourd'hui. Toute cette eau ne pouvait pas être rejetée. Aujourd'hui, il y en a 1 200 000 mètres cubes qui sont stockés environ et une capacité de stockage qui est en train de se saturer. Vous voyez ici l'étendue du stockage d'eau avec des réservoirs de toute nature et faits à toutes les époques, certains de très haute qualité, d'autres de moins bonne, mais un ensemble qui me semble aujourd'hui à peu près maîtrisé. Il y a quelques années, il y avait encore quand même pas mal de fuites. Le résultat, où en sommes-nous? Pouvons-nous rejeter cette eau? Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'autorité de sûreté japonaise a établi des règles. C'est le tableau qui est en haut à droite, qui donne le nombre de becquerels par litre autorisé pour chacun des nucléides, avec en plus une valeur globale. Ce qu'on constate dans le schéma en dessous, c'est que pratiquement le quart est aujourd'hui aux normes de rejet. Une moitié est encore entre 1 fois et 10 fois les normes de rejet, et un quart est encore au-dessus, ça va de 10 à plus de 1000 fois les normes de rejet.
Donc, on pourrait déjà rejeter ces eaux dans le Pacifique. Alors, comment les évacuer? Alors, il y a eu beaucoup d'études depuis des années. Est-ce qu'on allait solidifier cette eau en l'incluant dans du béton? Est-ce qu'on allait faire de l'évaporation dans l'atmosphère ou un rejet en mer? La décision prise a été le rejet en mer, compte tenu à la fois des qualités d'épuration et des capacités de dilution du Pacifique. Mais pour ce faire, on a bien vu que les 3/4 de l'eau sont encore largement trop contaminés. Donc, il faut faire un second niveau de traitement multinucléide. Et les essais ont commencé en septembre 2020, il y a maintenant 4 ou 5 mois. Et les quelques résultats qui sont publiés aujourd'hui, c'est quand même très préliminaire, montrent des résultats assez remarquables, puisqu'on voit apparaître ici, pour un des types d'effluents, que ce qui était un petit peu au-dessus de la norme, qui est le trait qui est horizontal ici, eh bien, ma foi, les valeurs se sont écroulées. Vous voyez, par exemple, le strontium 90, on est passé de 350 à moins d'un dixième. Et c'est vrai pour tous les nucléides, sauf bien sûr pour le tritium. Donc, globalement, il semblerait que les Japonais disposent de moyens d'épuration qui semblent satisfaisants. Alors, que faut-il faire? Octobre 2020, réunion interministérielle pour décider du rejet en mer. 8 jours après, le Premier ministre décide que c'est important de décider, mais ne fixe pas de date. Donc, toujours d'hésitation. Dans le même temps, toujours un jeu médiatique compliqué. Le METI révèle la présence de carbone 14 à un niveau infime. Personne ne sait d'où il vient, mais il y en a, d'où grande discussion. Dans le même temps, le tritium, bien sûr, est sous forme d'eau, donc il n'est pas filtré, donc il n'est pas épuré. Donc le tritium, il faut le rejeter en mer. Et bien sûr, les associations s'emparent du tritium pour indiquer que ça va être très dangereux. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est juste pour donner un exemple, tous les ans, les États-Unis rejettent dans l'environnement 2 fois plus de tritium que ce qui est contenu aujourd'hui dans les effluents de Fukushima. C'est également vrai des Coréens qui rejettent du tritium dans l'atmosphère, bien qu'aujourd'hui ils protestent contre celui-là. Donc derrière ça, il y a un jeu politique compliqué. TEPCO a pris une position qui me semble courageuse, c'est de dire, écoutez, moi, je m'engage à diluer avant rejet en mer pour ramener à pratiquement 6 fois en dessous des normes OMS pour les eaux de boisson pour le tritium, ce qui correspond pratiquement à multiplier par en gros 500 le volume avant rejet. Donc c'est ce qu'ils ont proposé. Je pense que c'est une solution qui est courageuse et qui devrait satisfaire. Reste à prendre la décision politique. Dernier grand chantier, le corium. Alors là, on entre dans le dur du projet, comme on peut l'imaginer. Donc les 3 cœurs ont fondu et quand on regarde les schémas du dessous, on voit que sur les réacteurs 1, 2 et 3, les niveaux d'eau sont assez divers. C'est-à-dire qu'il y a dans ces réacteurs des fuites un peu partout. Ces fuites ne sont pas toutes au même niveau. Et il y a eu des études faites pour essayer de réétancher tout cela qui me semblent ne pas avoir été des succès, quand ce ne serait que parce que le niveau d'irradiation est très élevé et qu'il faut passer par des solutions qui sont soit métalliques, soit céramiques, donc très compliquées. Donc on se trouve avec ces réacteurs qui sont vides. Alors je note que le point est important, parce que quand on va se comparer à 3 Mile Island, il faut se souvenir que 3 Mile Island, le corium était resté dans la cuve du réacteur, laquelle est au-dessus d'une piscine. Et pour évacuer le corium, ils avaient enlevé le couvercle de la cuve et sous protection de 10 ou 15 mètres d'eau, ils avaient pu extraire le combustible avec quand même une assez bonne protection. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que ce ne sera pas possible parce que rien n'est étanche, il ne sera pas possible de remplir tout ça d'eau. Conclusion, il y a toute chance pour que les interventions soient à faire par d'autres moyens que ceux de 3 Mile Island. Alors, quand on regarde le détail de ces ensembles, on se trouve avec une enceinte étanche métallique qu'on voit ici sous forme de poire, là, elle est cylindrique. On voit ici tout un ensemble en béton qui est le supportage de la cuve, avec ce qu'on appelle le puits de cuve, la cuve du réacteur et éventuellement des restes de cœur, les barres de contrôle, alors qui sont une véritable forêt ici, le platelage par lequel le personnel accède pour entretenir les barres de contrôle, et le fond du puits de cuve, dans lequel vous avez l'enceinte métallique et au fond de l'enceinte métallique, du béton. Donc ce qui s'est passé, c'est que le corium
a descendu à travers le fond de cuve, traversé les plaquelages et est arrivé sur le fond du puits de cuivre. Donc ça, c'est pour vous donner la vision. Pour y accéder, très peu de moyens. On passe par des pénétrations qui sont dans le béton général du bâtiment. On fait des acrobaties au-dessus d'un grand vide. On passe par la porte d'accès pour le personnel. Et à partir de là, on essaye d'envoyer l'outillage ici. Donc vous voyez que ce n'est pas simple. 2016, première photo. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un robot qui, au bout d'une perche d'environ 15-20 mètres de long, va au niveau du platelage et regarde à l'intérieur. Et là, on a la preuve que, on voit ici le platelage, on voit la preuve que le platelage est complètement effondré et que le corium a traversé et est bien au fond du réacteur. Donc, première image. Ensuite, on a fait des tas d'instruments très sophistiqués, très petits. En gros, la tête qui est ici, elle fait, on parle peut-être de 10 cm sur 20 ou quelque chose comme ça, et c'est capable de faire des images, de mesurer la température, de mesurer le rayonnement, et éventuellement maintenant d'amener des pinces capables d'aller attraper des choses. Donc on a toute cette micromécanique, on sait tous que les Japonais sont très doués pour faire ce genre de mécanique. Ils ont quand même eu du mal au départ à les faire suffisamment résistants au rayonnement. Et vous avez ici des photos donc plus récentes, qui datent de 2019, qui nous montrent, vous avez ici les pinces qui ont été descendues là-bas au bout de ces grandes perches. Cette pince, on voit qu'il y a des espèces de gravats. On voit que la pince est capable de faire bouger les gravats. Bonne nouvelle, on va pouvoir en attraper pour les ramener. Mais une fois qu'on a enlevé les gravats, moins rassurant, on aperçoit qu'il y a une grande surface qui a l'air d'être plutôt vitrifiée, céramisée, donc pas facile à attraper. Donc tout ça, ça se passe au bout d'une perche qui est ici, et ça se passe en bas, là-bas, tout à fait au fond du réacteur. Une fois qu'on a vu ça, vous avez aussi des images plus globales qui vous montrent ce que c'est. Et là, vous voyez, vous avez une vue qui a été reconstituée à partir de plusieurs images caméra. Vous avez le béton du puits de cuve. Vous avez au fond le fond du puits de cuve. Et vous voyez qu'il y a une espèce de grande flaque qui est le magma du corium, tel qu'il est. Sur des films qu'on peut voir, on voit l'eau ruisseler. Tout cela est à une température faible. Donc, on voit tout ça extrêmement bien. Que peut-on dire donc? D'abord, la température du corium aujourd'hui, faible. Ils ont même fait une expérience très intéressante l'année dernière, c'est qu'ils ont arrêté d'injecter de l'eau sur le réacteur 1 et ils ont pu constater que les montées en température étaient très, très faibles. En gros, il faut se dire que la puissance résiduelle du corium est probablement à peu près 1000 fois inférieure à ce qu'elle était au moment du tsunami. Ce qui explique qu'on a quand même aujourd'hui, on est probablement en phase de quelques dizaines de kilowatts par réacteur, mais je n'ai pas le chiffre exact. Donc, il devrait être possible de réduire les injections d'eau, voire même de les arrêter, quitte à réinjecter de temps en temps pour maîtriser la température, et donc de réduire la quantité d'effluents radioactifs. Derrière ça, il va falloir caractériser le corium. Alors, ils ont sûrement fait des manips en froid. Il y a peut-être quelques expériences en chaud qui ont été faites, mais je crois que le corium, c'est quelque chose de très, très compliqué. C'est un mélange affreux d'acier, d'oxyde de zirconium, de combustible, de produits de corrosion ou de produits de réaction avec le béton. On y a ajouté du sel avec l'eau de mer, on y a ajouté du bore pour maîtriser la criticité. Donc tout ça est assez difficile. Donc ce qui est prévu, avec un an de retard, c'était prévu cette année, mais ce sera l'année prochaine, c'est d'envoyer un bras MHI Veolia Nuclear Solution qui devrait pouvoir attraper des bouts de corium, les remonter et mesurer. Alors, ça va être bien, ça va être limité parce qu'ils vont pouvoir ramasser ce que j'appellerais les graviers, mais est-ce que le plutonium, les transuraniens, les produits de fission sont dans ces graviers ou est-ce qu'ils sont dans la partie vitrifiée dessus? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher des morceaux de parties vitrifiées, creuser dedans, les amener? Ça va être très difficile. Ce qui est prévu, c'est d'amener quelques grammes par jour l'année prochaine, passer après à des kilos, mais pour vous indiquer quelle est l'importance du sujet, c'est peut-être 800 tonnes de corium qui sont répartis sur 100 mètres carrés. Quelle est l'épaisseur? 20 cm, 30 cm, 50 cm, je n'en sais rien, mais ça ne va pas être simple de récupérer tout ça. Quand sera la fin d'extraction du corium? J'en sais rien. 2041, 2051, on verra.
Conclusion pour le site. Moi, je dis, on peut dire que le site est sécurisé. On peut dire que les rejets vers la mer sont maîtrisés. Maintenant, il y a de grosses décisions encore à prendre. Il faut finir de vider les piscines. Il faut engager les rejets d'effluents en décision politique et non de santé publique. Est-ce que le sarcophage gelé est la bonne solution? Est-ce qu'il faudra aller plus loin? Sera-ce réaliste d'extraire le corium? Je ne sais pas. Peut-être qu'on est parti pour avoir un futur mausolée. Je ne sais pas. Ce ne sera pas facile. Et puis, je n'ai pas montré, mais il y a beaucoup d'autres chantiers. Donc là, j'ai dû faire un choix, a priori, sur 4 chantiers principaux. Alors maintenant, j'arrive bientôt à la fin de mon exposé. Je vais en parler un peu d'environnement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Population, impact sanitaire. Eh bien, finalement, tout ça, je dis bien, c'est très relatif, assez bien passé, parce qu'on a évacué très vite les populations, immédiatement après l'accident. Et puis, on a eu aussi la chance que pendant 1 jour et demi ou 2, le vent allait dans le bon sens, ce qui fait que ce qui était le plus irradiant, qui étaient les produits de fission à vie courte, ne sont pas allés vers des endroits très peuplés. Donc, on constate que pour la quasi-totalité de la population, les niveaux dosimétriques ont été très faibles. Alors, ce sont des données de l'Organisation mondiale de la santé qui datent de 4 ou 5 ans, mais qui ne doivent pas avoir beaucoup changé. Sujet dont on parle souvent, les iodes. Bien là, de la même manière, situation favorable, évacuation très préliminaire, des enfants plutôt iodés, plutôt par rapport à l'Ukraine, et puis du lait massivement importé. Donc globalement, sur les cancers de la thyroïde, les constats sur la zone contaminée sont exactement les mêmes que sur des zones non contaminées. Donc on peut considérer que le résultat est plutôt favorable. Derrière ça, quand même, pas oublier que ça a été un drame social, et je rappelle que sur des bases déclaratives, ce qui fait qu'il faut être assez prudent sur les chiffres, le gouvernement japonais indique que plus de 2000 personnes pourraient être mortes prématurément pour des raisons de traumatisme psychologiques, sociétaux, etc. Je signale que c'est un chiffre assez voisin de décès prématurés qui sont liés aux évacuations du tsunami. Donc il y a quand même eu un impact social très très net. Et on le sent, dans le sens que des centaines de kilomètres carrés ne peuvent plus être habités, que ce soit à cause du tsunami ou à cause de l'accident. Et puis on voit bien que sur les zones contaminées, les retours restent faibles. La population des zones qui ont été récupérées n'est aujourd'hui que 20% de ce qu'elle était avant l'accident. Donc il y a quand même des effets qui sont très très nets. Pour les travailleurs, en gros, 4 à 6 000 travailleurs sont recensés par la désimétrie. Je ne sais pas quel est l'effectif réel sur le site, mais probablement assez important. Les doses aujourd'hui sont, je dirais, bien maîtrisées. Il y a encore quelques expériences qui sont des expériences voulues pour essayer d'avancer, qui font qu'il y a des doses supérieures à 20 millisieverts. Mais malgré tout, il y a quand même 5% de doses qui sont supérieures à des millisieverts, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dosimétrie réelle. Alors, qui ne semble pas dangereux, mais qui est réel. Je n'insiste pas sur ce qui a été reconnu comme maladie. On sait que c'est un système qui est bien établi, qui est administratif, mais on se constate pour le moment qu'il reste très faible. Je note qu'il y a 80% d'entreprises sous-traitantes, c'est un sujet qui est souvent préoccupant pour les gens. Je rappelle que c'est nécessaire vu la multiplicité des compétences à mobiliser dans des événements aussi singuliers. Dosimétrie des personnels, il ne faut pas oublier quand même qu'en 2011, il y a eu des doses fortes, je les indique ici, elles ont été fortes, des doses supérieures à 20 millisieverts, il y en a eu près de 11 000. Donc il y a quand même une dosimétrie forte dans les toutes premières années. En ce qui concerne les produits alimentaires, je dirais très très peu de choses. La situation est aujourd'hui, me semble-t-il, bonne. Il n'y a quasiment pas de prélèvement d'échantillons qui dépassent les limites autorisées. Donc on peut dire, alors là, la raison est bien connue, c'est que le césium reste fixé dans le sol et que les transferts racinaires sont extrêmement faibles. Donc dès la première année, il y a eu des produits alimentaires qui étaient plutôt de bonne qualité. De la même manière au niveau de la mer, les poissons en eau vive sont tous sans problème. Probablement, je n'ai pas de renseignements là-dessus, au niveau des zones sédimentaires très proches
du réacteur, il y a probablement des poissons de rochers ou des poissons de sédiments qui sont peut-être ou des coquillages à surveiller, mais globalement, au niveau des poissons de pleine mer, les choses sont tout à fait normales. Or, derrière ça, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même toujours un relent de méfiance de la population vis-à-vis des produits venant de Fukushima, méfiance qui est d'ailleurs entretenue par pas mal d'associations. Où en sommes-nous des évacuations? Eh bien, vous voyez quand même que les choses ont beaucoup progressé et pratiquement depuis 2 ans maintenant, vous avez les 2 tiers de la surface qui ont été libérés et qui peuvent être peuplés. En ce qui concerne la zone grise, qui est la zone la plus aujourd'hui touchée, et donc qu'on nomme retour difficile, on s'aperçoit qu'elle couvre quand même assez largement des zones de forêt qui vont simplement être rendues à la nature, mais on voit par les petites zones bleues qu'à chaque fois qu'il y a un petit bout de plaine ou un petit bout de vallon, les Japonais vont faire des efforts pour récupérer. Il y a vraiment une sacralisation des sols au Japon dans leur mentalité qui fait qu'ils vont continuer à travailler comme des fous pour récupérer leur sol. Donc globalement, aujourd'hui, il y a peut-être 250 km² qui restent encore interdits ou à récupérer. Là, on le voit très bien sur les aspects irradiation. Je ne vais pas le commenter au-delà de dire que pratiquement tout ce qui est bleu sont des zones qui sont aujourd'hui assez facilement habitables, dans le sens que les doses seront très inférieures à 4 millisieverts par an. Devenir des matériaux contaminés, là on est en face d'un problème qui est à la fois quantitatif, mais également d'importance de l'activité. Alors, sur un plan quantitatif, un chiffre a couru de 50 mètres cubes par hectare nettoyés. J'ai entendu parler de 30 millions de tonnes, c'est peut-être plus. L'idée des Japonais avait été d'abord d'avoir un stockage national. Ils avaient mis 7 milliards d'euros de côté pour ça, mais aucune préfecture n'a accepté. Conclusion, le Japonais, pragmatique, le gouvernement a dit à chacune des préfectures, vous vous débrouillez. Et donc, chaque préfecture a fait des entreposages multiples là où il le pouvait. Autre nouvelle, en 2017, lancement d'études de 2 sites pour les déchets de haute activité dans une péninsule relativement inhabitée de l'île d'Hokkaido au nord. Donc, ça avance, mais pour se rendre compte de ce que ça veut dire, quelques images quand même. Vous voyez quand même ces stockages de déchets, on arrive à des stockages immenses. On parle de centaines, de dizaines, de centaines de millions de tonnes de matériaux. Alors, c'est peu actif. Le fait qu'on en mette de grosses épaisseurs, c'est de l'autoprotection. Vous rajoutez une couche de terre de 20 cm, il n'y a plus rien. Donc, il faudra voir comment c'est géré, il faut voir comment sont protégées les nappes phréatiques. Mais globalement, ce sont d'immenses stockages. Est-ce qu'ils en feront un jour un stockage unique? Est-ce qu'ils vont laisser ça comme ça? Pour le moment, aucune décision ne semble avoir été prise. Situation nucléaire au Japon, ce sont mes derniers transparents. Eh bien, là, c'est probablement une surprise pour beaucoup de Français qui, je pense, ne s'attendaient pas à un tel déroulement. Eh bien, très tôt, dès les années 2014, les Japonais ont décidé que climat oblige, il faut rappeler le protocole de Kyoto, climat oblige, ils ne voyaient pas très bien comment ils pouvaient s'en tirer sans nucléaire dans les années à venir. Et en 2020, en octobre, cette politique a été confirmée de maintenir le nucléaire. Alors depuis, l'autorité de sûreté japonaise a, avec beaucoup de précautions, en prenant beaucoup de temps, a autorisé d'abord 9 réacteurs qui sont opérationnels. Alors opérationnels avec des accidents de parcours. Quelquefois, vous avez un juge qui décide qu'il faut l'arrêter. Quelquefois, l'entreprise s'est engagée à faire des travaux dans un certain délai, en fonctionnant, et puis ils ne respectent pas les délais, l'autorité de sûreté dit « vous arrêtez jusqu'à ce que ce soit fini ». Donc l'autorité de sûreté japonaise est très ferme là-dessus. Donc aujourd'hui, 9 réacteurs opérationnels, 7 de plus sont autorisés par la NRC, l'autorité de sûreté japonaise, dans l'attente d'accords locaux et sous réserve de travaux achevés. Donc ces réacteurs devraient pouvoir démarrer en 2021-2022. 8 demandes de plus sont en cours d'autorisation, et 2 réacteurs qui étaient en cours de construction ont demandé l'autorisation de redémarrer, mais ne l'ont pas encore obtenu. 24 réacteurs ont été arrêtés définitivement. Donc, en gros, on peut dire c'est moitié-moitié. Vers à moitié plein, on pourrait redémarrer 24, 25, 26 réacteurs. Vers à moitié vide, 24, 25, 26 seront arrêtés définitivement.
Derrière ça, la stratégie de croissance verte du Japon est maintenant bien établie. Ils envisagent pour 2030 d'avoir 20-22% de nucléaire. On est à 6% aujourd'hui, et avec une croissance des énergies renouvelables. Ils envisagent pour 2050 30 à 40% de nucléaire, 50% voire plus d'énergie renouvelable, et le reste à partir, par exemple, du vecteur hydrogène. Donc on voit que les Japonais restent très très fermes sur, enfin au moins avec le parti politique actuellement au pouvoir, sur la nécessité de continuer le nucléaire. Globalement, mes dernières conclusions, je crois qu'on peut dire que le site de Fukushima est bien sécurisé. L'effort est considérable. Le Japon est un pays qui sait agir. Le site en net progrès, mais alors je dis ce n'est qu'un début, il reste beaucoup, beaucoup à faire, en particulier vider les dernières piscines et voir ce qu'on va faire des effluents et des coriums. L'environnement, il est beaucoup moins marqué que ce qu'en disent les médias et ce qu'on aurait pu le craindre, grâce à une volonté de faire du Japon. Et puis, dernier point, politique énergétique très pragmatique, orientée vers la défense du climat. Donc ça, je crois que c'est ce qu'on peut dire. C'est peut-être un peu trop court comme conclusion, mais je pense que ce sont les points essentiels. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cette présentation très riche, très bien documentée. Donc, et je voulais te remercier parce que depuis l'accident, tu maintiens à jour toutes ces données. Et on a eu plusieurs fois l'occasion de faire appel à ton expertise là-dessus. Et vraiment, merci beaucoup. Parce que c'est quand même énormément de données, comme vous l'avez vu. C'est donc beaucoup de travail de suivre tous les rapports qui sortent, toutes les informations qui sont disponibles. Alors, il y a pas mal de questions. Donc, la première, c'est une des miennes. Donc, qui a eu 9 votes. Donc, à ta connaissance, quelles sont les activités des industriels et des centres de recherche français sur le chantier? Puisqu'au début, après l'accident, on a été présent. Quelle est la situation aujourd'hui, à ta connaissance? Malheureusement, je ne fais pas de bon du tout là-dessus, parce que j'ai très peu suivi ça depuis 10 ans. Je me suis beaucoup plus intéressé au site qu'au reste. Je pense qu'il y a un suivi très attentif de l'IRSN et probablement de tous les gens de la sûreté au CEA, au EDF, pour voir ce qui se passe là-bas, ce que fait la NRC. Je dois dire aussi que je pense que les Japonais veulent prendre leurs problèmes en charge eux-mêmes. Donc je ne suis pas sûr, en dehors peut-être de liens très privilégiés avec les États-Unis, qui sont quand même les concepteurs du réacteur, je ne suis pas sûr que les Japonais, aujourd'hui, aient tant de recours que ça à l'aide des pays étrangers, des pays frères en nucléaire. Ok. Il y a 2 questions sur Onagawa. Donc, est-ce que c'est TEPCO qui opère Onagawa? Oui. Quels étaient les travaux qui avaient été réalisés sur Onagawa et qui n'avaient justement pas été réalisés sur Fukushima? Oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour l'autorisation des réacteurs nucléaires, tous les premiers réacteurs autorisés, les 9, étaient sur la côte ouest, c'est-à-dire dans une côte qui n'était pas menacée par les tsunamis. Ils étaient tous également des PWR. C'est-à-dire qu'on a bien vu que la conception BWR posait problème. Alors depuis, les choses se sont améliorées, puisque sur les 7 nouveaux réacteurs autorisés, 4 sont des BWR ou ABWR, qui sont des BWR avancés. Et dans ces 7, il y a effectivement le site de Onagawa, qui est très particulier parce qu'il est au nord de Fukushima. Il était encore plus près du séisme. Il a pris le tsunami. Il a été inondé, mais il a maintenu son refroidissement. Je dirais même que c'était un site qui a été assez popularisé parce que la ville de Nagawa à côté avait été dévastée et le site a accueilli beaucoup de gens survivants de Nagawa et s'est occupé d'eux pendant les semaines qui ont suivi, à un moment où plus rien ne marchait. Donc au Nagawa, je dis qu'il y a eu un patron de centrale qui a fait son job, probablement au début des années 2000. Alors le fait qu'il soit autorisé est peut-être une récompense. C'est peut-être aussi le fait qu'ils ont fait un boulot remarquable puisque ils se sont lancés dans des travaux gigantesques. Ils sont en train de finir de construire un mur qui fait, je crois, 800 mètres de long et 28 ou 29 mètres de haut, qui est destiné à arrêter tout nouveau tsunami. Donc, chose assez remarquable. Alors, il est autorisé, c'est un BWR de même nature et il n'est pas exploité par TEPCO.
Je pense qu'ils ont quand même besoin d'encore 1 an ou 1 an et demi de travaux avant de pouvoir passer à une phase positive qui est celle de l'exploitation, sous réserve d'accord de la préfecture locale. Merci. Quel est ce qui est advenu les combustibles usés des piscines 3 et 4? Alors, elles vont vers. Ils avaient une piscine de stockage supplémentaire qui, elle, a été hors zone tsunami, qui n'a pas été ébranlée par aucun accident. Donc, ils ont sur site une très grande piscine dans laquelle ils sont en train de transférer tous les éléments combustibles. Et elle a la taille voulue, donc en principe, ce n'est pas cette piscine qui pose des problèmes. Ce qui pose des problèmes pour les 2 derniers réacteurs, le premier, le réacteur 2, c'est qu'il y a une forte radioactivité à l'intérieur. Et le réacteur 1, lui, a été quand même très ruiné. Toute l'hyperstructure n'a pas encore été démontée. Pour le moment, ce qu'ils ont fait, ça a été de mettre une couvercle sur la piscine pour la protéger de toute chute éventuelle future. Je vous signale qu'il y a eu, il y a 15 jours, un nouveau séisme à proximité de Fukushima, à 90 km, niveau 7,1. Qui a été bien ressenti à Fukushima, mais qui n'a pas donné lieu à des inquiétudes particulières. Une autre question qui concerne le fond de l'océan devant la centrale. Parce que je crois que c'est toi qui avais dit que le césium était très peu soluble dans l'eau et que donc, vraisemblablement, au fond de la mer, devant la centrale, il y a encore pas mal de césium. Oui, alors ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'il ne faut pas oublier que le pays avait reçu ce qu'on appelle les retombées. Hein. Derrière ça, vous avez des pluies, derrière ça, vous avez du drainage des sols, derrière ça, vous avez des rivières. Donc, il est bien clair qu'une partie de la terre superficielle qui a pu être entraînée finit par arriver à la mer. Donc, on peut imaginer qu'à l'arrivée des rivières, que dans les estuaires, il y a pu y avoir des dépôts de matières chargées en césium. Alors là, toujours pareil, le césium alors ça c'est une chance chimique, est bien capté par les sédiments, l'argile, etc. Ce qui veut dire que sa remontée vers des organismes vivants, que ce soit des plantes ou des animaux, est extrêmement limitée. Alors, on peut se poser la question quand on parle de poissons qui, entre guillemets, avalent des sédiments ou des mollusques qui sont directement dessus. On sait qu'il y a des problèmes. On sait aussi à terre que les champignons, en revanche, peuvent pomper le césium, d'où les problèmes qui seront posés en forêt. Donc, globalement, il y a sûrement des questions de sédiments au fond de la mer. Bon, je vous avoue que je n'ai pas de données, je ne les connais pas, je les imagine. Je pense que sur quelques dizaines de kilomètres autour, le long du rivage, autour de la centrale, il y a probablement beaucoup de suivi, mais je n'ai pas d'infos très précises. Qu'est-ce qu'on fait du corium une fois qu'il est extrait? Oui, pardon? Qu'est-ce qu'on fait du corium une fois extrait? Le corium, il va devenir un déchet. Donc, pour le moment, je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup préoccupé de ça, parce que pendant les années qui viennent, on va en récupérer des grammes ou des centaines de grammes pour analyse. Une fois qu'on aura vu où est le plutonium, où sont les transuraniens, où sont les produits de fission, peut-être qu'on commencera quelques études. Est-ce que je les vitrifie? Est-ce que je les mets dans des conteneurs? Est-ce que ça va dans le futur site profond d'Hokkaido? Je pense que c'est une question qui se posera dans 10 ans ou dans 15 ans. En ce qui concerne l'extraction du corium, est-il concevable ou intéressant d'extraire des carottes similaires à celles de glace extraites de l'Antarctique? Pouvez-vous en dire un peu plus sur la physique du corium? Je pense que l'idéal serait qu'on puisse faire une carotte qui va jusqu'au béton qui est au fond, qu'on extrait cette carotte et qu'on commence à voir où est le plutonium, parce que derrière ça, les répartitions de température sur cette couche qui fait probablement des dizaines de centimètres d'épaisseur, je ne sais pas combien, hein, cette couche, les répartitions de température sont diverses, on a refroidi par le haut, le fond devait être plus chaud, comment a migré le césium, comment a migré le plutonium, comment a migré... Alors là, on rentre dans une chimie qui est extrêmement compliquée. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va envoyer un instrument pour faire des carottes dans un produit vitrifié au sein de tout ça? Je pense qu'on va en parler pendant quelques années. C'est pour ça que je posais... Bon, je n'ai jamais lu ça, mais le gouvernement japonais s'est engagé à tout enlever. Moi, à titre personnel,
je me pose la question, est-ce que ça ne va pas devenir un mausolée parfaitement protégé, alors, entre guillemets, entretenir la mémoire du passé. Un lieu de tourisme, comme on voit. Ben oui. Décision politique très forte. Alors, tu l'as fait un peu, mais est-ce que tu peux du coup nous faire un grand récap des grandes différences entre finalement Fukushima et TMI? Pardon, je t'entends très mal. Ah, pardon, je vais me rapprocher du micro. Est-ce que tu peux faire un grand récap des différences fondamentales entre Fukushima et TMI et Fukushima et Tchernobyl dans les stratégies qui ont été mises en place? Fukushima, Tchernobyl, des réacteurs totalement différents, une physico-chimie totalement différente de l'accident. À Tchernobyl, un accident immédiat avec la sortie de tous les produits, toute la radioactivité à vie courte, très irradiante. Une explosion qui a conduit à l'évacuation de combustible dans l'environnement autour. Donc là, vraiment, une explosion immédiate très forte. À Fukushima, les cœurs n'ont pas fondu avant je ne sais plus combien de temps, un jour et demi, ou quelque chose comme ça. Donc déjà beaucoup moins de produits à vie courte. Deuxièmement, comme je disais, c'est parti vers la mer au départ, donc une assez grosse différence. Sinon, je ne comparerai pas les deux accidents, ce sont de nature extrêmement différente. En ce qui concerne TMI et Fukushima, TMI, il y a une grande différence, c'est qu'à TMI, le territoire n'a pas été dévasté. Ils ont gardé les alimentations électriques, ils ont gardé les alimentations en eau. Il y a eu des erreurs au niveau du pilotage qui fait qu'on a perdu le contrôle du cœur et qu'on a fait fondre. Mais après, ça a été entre guillemets relativement facile de réintroduire de la réfrigération et d'empêcher la cuve de céder. Ce qui veut dire que tout le corium est resté à l'intérieur de la cuve, avec d'ailleurs des éléments combustibles qui, pour une partie, étaient relativement intacts. Donc là, il y a une différence assez forte. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident hydrogène à TMI, même si à l'époque, il n'avait pas de recombineur hydrogène, mais en revanche, ils ont accepté de dégonfler l'atmosphère par moment pour limiter le risque hydrogène, ce qui s'est traduit par un nuage radioactif extérieur qui n'a quand même pas été très violent. Il s'agissait simplement de dégonfler l'enceinte et de renouveler l'atmosphère. Donc, quand même une assez grosse différence de ce point de vue-là. Alors, la dernière différence entre les deux, c'est le fait que dans ces réacteurs PWR, ils ont pu extraire le corium par le haut, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, ils pourront, à mon avis, je ne vois pas comment ils ont arrivé à le faire à Fukushima, ou alors il faudrait réussir à tout réétancher et à tout remplir d'eau. Je ne vois pas comment. Mais ce sera peut-être possible, je l'espère pour eux. Alors une question de Maurice, mais tu as partiellement répondu déjà. Où en est le programme de redémarrage des réacteurs pour les PWR et les BWR? Eh bien, ce que je dis, sur les 9 et 7, 16 réacteurs aujourd'hui autorisés, il y a 4 BWR, 2 BWR centriques et 2 Advanced BWR. Donc, il y en a 4. L'autre différenciation, elle est entre l'Est et l'Ouest. À l'Est, qui est la partie qui est soumise au tsunami, pour le moment, aucun réacteur n'a redémarré. De mémoire, il y en a 2 qui sont autorisés. Et seulement 2. Bon, clairement, les BWR ont eu une attention particulière de l'autorité de sûreté. D'où vient le coût de la différence? Au début, tu montrais un coût de l'accident évalué par le gouvernement japonais et un coût de l'accident évalué par l'AIE. D'où vient l'AIEA? D'où vient la différence en estimation? C'est sur la partie coût de démantèlement? Je ferais peut-être une réponse un peu brutale, qui est de dire personne n'en sait rien. Autant le coût du tsunami, on peut l'évaluer parce que et encore, je ne suis pas sûr qu'ils aient pris en charge la perte de valeur des terres suite au tsunami, mais pris en charge vraiment toutes les contaminations qui ont eu lieu. Mais globalement, je crois que personne n'en sait rien. Et dans ces calculs, ils ont dit est-ce que je mets tant d'hommes pendant tant de temps, à tant de l'homme? À mon avis, on est quand même dans des calculs. Je ne sais pas comment ils sont faits, mais ce ne sont que des estimations. Alors, ce qu'on voit apparaître maintenant, on voit apparaître des articles
qui jouent sur des périodes de 5 ans. Où on vous dit, sur les années fiscales X à Y, pendant 5 ans, on va dépenser tant. Alors j'ai plus le chiffre en tête, il y en a un qui vient de sortir récemment, hein, je ne sais pas combien de centaines de millions de c'est, mais on a des chiffres sur les dépenses actuelles. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils vont le prolonger jusqu'en 2040, 2050, 2080, je n'en sais rien. Une question de Maurice. Où en est-on du retour des populations dans les zones contaminées qui avaient été évacuées? Ça, c'est quand même une grosse différence avec Tchernobyl. Je peux peut-être vous sortir une slide, si j'arrive à la trouver. Je reviens. Il faut que j'aille ici, beaucoup plus loin. Je vais essayer d'y aller. Est-ce que j'arrive à le faire? Suis-je assez savant? Ah oui, navigateur de slide, ça, il faut que je trouve. Je m'excuse, je navigue avec votre machin. Alors, je vais peut-être y arriver. Est-ce que j'ai le tableau final? Oula, il ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Alors, je crois que, est-ce que c'est ici? Non, c'est pas celui-là. C'est... Ah, je suis désolé. Oui, voilà. Vous avez ici un tableau qui vous montre... Ah, zut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait ce que je devais. Voilà, vous avez le tableau ici, qui vous montre en gros 20% de population. Alors, je ne dis pas que c'est 20% qui est revenu, c'est 20% de population, parce que là-dedans, il y a probablement des gens qui travaillent sur Fukushima, qui sont des nouveaux. Mais donc 20% par rapport à il y a 10 ans. Mais vous voyez, c'est très variable par village. Vous avez dans des voyages comme Nami, des villages comme Nami qui ont été touchés, on est pratiquement à 6% seulement. Dans d'autres plus éloignés, comme Kawoshi, on est à 75%. Donc très variable, ça dépend de la distance, ça dépend de quand ça a été libéré. Vous voyez que certains des villages n'ont été libérés qu'assez récemment, 2017-2019. Donc des retours pas brillants, mais il faut voir que sur une période de 6-7 ans, beaucoup de gens ont refait leur vie ailleurs. C'est tout, faut l'imaginer. Donc, taux de retour qui est probablement faible, et ce sont des zones... Je vous conseille d'aller sur Google Earth. Vous mettez sur Fukushima et vous regardez le paysage environnant, et en vous fiant aux cartes que je vous ai montrées, et vous verrez que même quand on regarde les villages, on voit que beaucoup de villages sont récupérés. On voit plus de choses qui traînent, on voit plus... Rappelez-vous les images qu'on voyait, où on voyait des arbres pousser au milieu des villages. Bon, tout ça, beaucoup de zones ont été récupérées. Les Japonais ont fait un boulot incroyable. Et ça, je disais, c'est une grosse différence avec ce qui s'est passé à Tchernobyl, où ils ont abandonné finalement. Tchernobyl est une région qui était assez inhabitée. Ils avaient mis des réacteurs très à l'écart, dans un pays relativement peu habité. Donc, ils ont décidé de laisser le retour à la nature. Ils en font du tourisme. Je pense qu'ils n'y ont pas attaché la même importance. Bon, je dirais que les Japonais n'ont pas eu besoin de Vinci ou de je ne sais pas qui d'autre pour faire le sarcophage. Ils l'ont fait eux-mêmes. Quels changements ont été faits dans l'organisation de l'autorité de sûreté japonaise et de la culture de sûreté au Japon? Alors, l'autorité de sûreté japonaise a été clairement recadrée. Elle est maintenant dépendante du ministère de l'Environnement, sauf erreur de ma part, et non plus du ministère de l'Industrie. Elle n'est pas devenue une autorité indépendante, comme on le dit en France. Je pense que les Japonais ont peut-être plus que nous aujourd'hui le sens de l'État et ne confient pas à des autorités indépendantes toute la gestion de leur politique. Mais bon, c'est un point de vue personnel. Moi, je pense quand même qu'ils ont beaucoup changé. Ils ont mis très longtemps avant de réautoriser des réacteurs, ce qui veut dire qu'ils ont regardé ça attentivement. Ils ont fait beaucoup de travaux. Ils ont mis en place ce que j'appellerais des méthodes post-Fukushima, comme on les a fait en France. Pas tout à fait comme nous, mais on voit apparaître les mêmes idées d'avoir des diesels d'ultime secours. Chez nous, ce sont des monstrueuses installations fixes. Chez eux, c'est souvent mobile.
des sources d'eau séparées, ils se sont beaucoup inquiétés de l'alimentation électrique. Donc, ils ont fait énormément de choses. Je pense que les reproches qu'on pouvait leur faire en 2011, aujourd'hui, je crois qu'on peut vraiment beaucoup relativiser. Je pense qu'ils sont devenus très solides et avoir, face à un gouvernement qui semble vouloir redémarrer le nucléaire, ils ont quand même été extrêmement prudents. Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui seraient de nature à ajouter de nouvelles modifs post-Fukushima sur le parc, en particulier le parc français? Oui, le parc français au-delà des Caraïbes. Sur le parc français, moi j'ai vécu d'assez près, puisque j'étais dans un groupe permanent de sûreté à l'époque, ce qui a été fait pour le parc français et le parc Fukushima. Je crois que les autorités de sûreté françaises ont eu les décisions les plus extrêmes en la matière. Hein. Alors, extrême en la matière, je donne un exemple. Quand on considère un accident sur un site, on suppose que tous les réacteurs ont un accident en même temps, ce qui est loin d'être évident. La mise en place de ce qu'on appelle les diesels d'ultime secours, qui sont des installations assez considérables. On a, je peux même les trouver, hein, c'est... Pardon, je suis allé trop vite. Je rappelle les diesels du secours, vous les voyez ici, vous en avez un ici à gauche, hein, c'est un véritable bâtiment de 3 étages de haut, dans lequel on va trouver pompes, diesel et autres. On voit en haut en droite des réserves d'eau, hein, qui sont soit de surface, soit souterraines. On voit appel des pompes et des injections. Donc tout ça maintenant est en place sur tous les réacteurs français, en principe. Hein. Donc, on a mis ça en place, ce qu'on appelle le noyau dur, c'est-à-dire que vous avez un système qui est totalement indépendant des réacteurs, qui est capable d'envoyer de l'eau de refroidissement dans le réacteur. Donc ça, c'est un progrès assez considérable. La deuxième chose qui a été mise en place, qui me semble très intéressante, c'est ce qu'on appelle la force d'action rapide nucléaire d'EDF, qui est répartie sur 4 sites sur le territoire, qu'on voit ici, et qui est complètement équipée pour pouvoir en moins de 24 heures, intervenir sur le site avec des équipes de 14 personnes, avec leur matériel, leurs pompes, leurs moyens de réfrigération, leurs moyens ce sont des équipes entraînées, permanentes. Et comme on sait que dans nos réacteurs, un arrêt total de réfrigération, on dispose quand même de plus de 24 heures pour réagir. Donc, ils peuvent venir en temps voulu pour, entre guillemets, sauver le réacteur et éviter quelque chose de très grave. Je dirais, la doctrine française, maintenant, elle est bien établie. Quel que soit l'accident, on va peut-être évacuer des populations par précaution, mais il faut qu'elles puissent revenir chez elles très rapidement. Donc, il y a quelqu'un qui nous disait par rapport à la conversation qu'on avait il y a quelques minutes, qu'il y a des essais en cours de découpe du laser au laser du thorium depuis quelques années. Pardon, mets-toi plus près du micro, je t'entends. Il y a quelqu'un qui nous dit, là tu vois à droite, qu'il y a des essais en cours de découpe au laser du thorium depuis quelques années. Oui. Alors, est-ce qu'ils le font des essais en chaud? Je ne sais pas. Peut-être. Ça, j'en ai pas entendu parler. Mais effectivement, ça me paraît une bonne idée, parce que vu les instruments qu'ils mettent dans le réacteur, avec une fibre optique, on peut effectivement amener un laser très près. Bon, ça fera... Alors là, derrière ça, que fait le laser? Il va évaporer. Il faut récupérer les vapeurs pour les analyser. Bon, il faut voir ce qu'il y a derrière ça, je ne sais pas. Est-ce que le tritium peut fuir des conteneurs d'eau contaminés? Il y a quelques années, c'est vrai qu'on entendait beaucoup parler de ces fuites et beaucoup moins maintenant. Donc, ils ont changé les conteneurs? Comment changer les conteneurs pour le tritium? Oui, pour l'eau contaminée. Alors, il n'y a plus de fuite? Alors, en fait, non. Je crois qu'au niveau des conteneurs, au départ, il faut voir que le pays était dévasté, tout autour, à 100 km à la ronde, avec le séisme. Donc, quand ils ont vu qu'il fallait pomper de l'eau au fond des réacteurs, ils ont acheté tous les bidons qu'ils trouvaient. Il y avait des bidons soudés, il y avait des bidons avec des boulons et des joints néoprène, il y avait des bidons laitiers, il y avait des bidons agricoles, il y avait tout. Donc, ils ont tout fait venir. Tout ça a été posé par terre, sans rétention de sécurité en cas de fuite. Donc, ils ont eu beaucoup d'ennuis dans les premières années avec les vieux bidons, et ils ont réagi à la japonaise, hein, je me souviens très bien, dès
dès 2013-2014. Ils ont construit une usine de fabrication d'énormes bidons en inox qui était à quelques kilomètres de là. Et puis, avec des barges, ils amenaient ces bidons qui faisaient 1000, 2000, 3000, 6000 mètres cubes peut-être maintenant, qui sont venus les remplacer, qui sont des vrais bidons en inox soudés, qui sont posés sur des rétentions. Et donc, là, les choses ont progressé. Mais il faut quand même voir que dans les premières années, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein. C'était la catastrophe complète. Il ne faut pas tenter de laisser croire que c'était facile. Très compliqué. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont des bidons de bonne qualité et on entend beaucoup moins parler d'incidents de fuite. Alors, par contre, moi, je fais une remarque, c'est que je trouve qu'il y a des gens qu'on oublie trop souvent. On nous parle beaucoup de protéger des populations alors que le risque est devenu quasiment nul. Et on oublie un peu trop qu'il y a du personnel sur le site qui se fait peut-être irradier à cause des bidons. Donc, le fait de rejeter en mer, sur un plan sanitaire, c'est peut-être hautement souhaitable vis-à-vis d'hommes. Alors, on va prendre une dernière question puisqu'il est 12h59. Est-ce que le corium peut continuer à descendre en dessous des réacteurs d'ici son retrait? Pour moi, il est figé, il est gelé. Et quand je disais qu'ils ont fait un essai d'arrêt de réfrigération, ça a permis de voir effectivement que le corium montait très lentement en température. A priori, quand on voit la tête qu'il a, il doit être quand même relativement conducteur. Jusqu'à quel point il a attaqué le béton, je ne sais pas. Mais quand on regarde, je vous ai montré une image où on voit l'ensemble du puits, et quand vous regardez les parois de béton qui sont sur les côtés, à la limite du corium, vous voyez que le béton ne semble pas très attaqué. Est-ce que le béton a été si attaqué que ça? Vous savez, c'est le vieux syndrome du corium qui se retrouve en Australie. Je ne le pense pas. Non, je pense qu'il s'agit d'un ensemble qui est solidifié, qui est froid, qui a peut-être besoin encore de réfrigération, mais pas beaucoup, qui a peut-être plus besoin d'une réfrigération continue. C'est à regarder, je ne sais pas, mais je pense que c'est une chose qui doit être regardée très sérieusement par l'autorité de sûreté japonaise. Je pense que tout ça est assez stabilisé. Ok, donc je vois qu'il reste des questions, mais je suis désolée, on ne va pas pouvoir les prendre. Une question sur les slides. Donc, en fait, pour les slides, on va demander à Jean-Pierre son accord pour vous les… Pour les quoi? À disposition. On va te demander ton accord pour les slides, pour les mettre à disposition. Oui, tout à fait. Hein, voilà. C'est public et vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, il y aura je voulais dire qu'il y aura un nouvel article demain. Je crois que c'est sur les eaux contaminées. Tous ces articles sont faits aussi en coordination avec Jean-Pierre. Et que la section 4, c'est-à-dire la section sûreté de la SFEN, prépare un article justement sur la sûreté après Fukushima, qu'est-ce qui a changé, sur la sûreté dans le monde après l'accident. Voilà. Merci à tous. Et puis, en ce qui me concerne, je m'excuse quand même d'avoir été aussi mitraillette, mais c'est un sujet important. Je savais que le temps était court. Non, il y a énormément d'informations dans tes slides, donc je pense que c'est aussi pour ça que les gens les réclament. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À bientôt à tous. Au revoir.